Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage entre héritage, intuition et audace. Mon invitée n'a jamais eu à se demander si elle allait entreprendre. Pour elle, c'était une évidence. Née dans une famille d'entrepreneurs à Madagascar, elle a grandi en observant les hauts et les bas de la vie d'indépendant. Et plutôt que fuir cette réalité, elle l'a embrassée. Après quelques années en France pour ses études, puis comme salariée, elle est revenue à Madagascar pour créer sa propre structure et travailler avec des clients européens. Dans cet épisode, Priska nous raconte comment cette vision entrepreneuriale transmise dès l'enfance est devenue son moteur. Nous allons donc parler d'alignement, de prise de risque, de retour aux sources, mais aussi d'ambition sans frontières. Bonjour Priska, quel plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Écoute, c'est un plaisir pour moi, plaisir partagé pour ce petit moment d'échange que j'accepte avec grand plaisir parce que rien que le titre de ton podcast, en fait, il m'inspire. Et je trouve ça très sympa. C'est super important aussi de pouvoir mettre en valeur les femmes qui n'ont pas juste envie d'eux, mais qui osent aussi faire le pas d'entreprendre. Exactement. Merci. Merci en tout cas pour cette petite introduction. Alors justement pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, alors pour parler rapidement de moi, donc j'ai 44 ans, j'ai grandi à Madagascar, donc dans la capitale Antananarive. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le domaine du BPO, c'est-à-dire tout ce qui est externalisation de services. Donc je gère une plateforme d'appel à taille humaine Mhm. de 50 positions. Bon, Voilà. ouais, tu travailles justement avec des clients européens de mémoire. Tout à fait, tout à fait. Donc on est une plateforme francophone et principalement ce sont des contrats avec des clients européens. Là actuellement on travaille avec la France, avec le Luxembourg. Ok, super. Justement, depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai eu mon premier fils Aaron à 26 ans et je suis une maman solo de trois beaux garçons de 18 ans, 16 ans et 10 ans. Waouh, super. Effectivement, Euh, des adolescents, enfin même jeunes ouais, adultes. tout à fait, tout à fait. Et trois garçons, c'est du sport. C'est vraiment du sport. Voilà. Ça demande de l'agilité, effectivement. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Très bonne question. Alors, par une amie commune que j'ai connue ici à Madagascar, puisqu'elle vit ici. Donc, cette amie, c'est Astrid, à qui je fais un petit coucou parce que je sais qu'elle est pas très loin. Exactement. Et voilà, j'ai été connue à travers elle, en fait. Elle me parlait de toi, de vous. Elle vous appelle sa famille, comme elle dit si bien. Et voilà, donc c'est comme ça que je t'ai connue. Effectivement, et moi aussi dans l'autre sens, j'ai beaucoup entendu parler de toi avant de pouvoir mettre un visage sur le prénom. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi?
Alors, cette question était la moins facile parce que, comme ça, tout de suite, du tac au tac, j'avais pas forcément de réponse ou de personnalité en tête. Donc, moi, je te citerai Frida Kahlo, l'artiste iconique mexicaine, Mm. pas pour son histoire personnelle parce que, ben, son histoire est un peu triste. Ses autoportraits sont plutôt sombres, mais plus par rapport à ses citations que je trouve puissantes parce qu'elle encourage l'affirmation de soi, la liberté individuelle. Et à travers son art et ses mots, en fait, elle transmet des messages de résilience, d'amour de soi. Et j'aime aussi son côté un peu rebelle pour son époque. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je te cite Frida Kahlo, mais pour ses citations, pas pour la personne et pas pour sa vie. Ok, bon bah super, effectivement, c'est vrai que ça a été une femme à impact hein, au Mexique et elle a fait quand même beaucoup et on a beaucoup de citations de sa part qui sont très positives. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, je l'ai annoncé en introduction, tu en as parlé aussi, mais tu as grandi donc à Madagascar dans une famille d'entrepreneurs. Quel impact cela a-t-il eu sur ta vision du monde du travail? Effectivement, mes parents, donc tous les deux ingénieurs en bâtiment, avaient un cabinet de conseil et d'études, donc depuis qu'on était tout petits. Mhm, Ils ne nous ont pas dicté, ils ne nous ont pas éduqués dans le sens, vous devez être chef d'entreprise comme nous, absolument, quand vous serez grand, pas du tout. Mais je sais que si je me suis lancée et si l'envie est venue très rapidement, c'est en partie grâce à eux, grâce à ce que on a vécu à la maison, inconsciemment ou consciemment. Je sais qu'ils y ont clairement contribué. Il y a deux choses que je retiens de ce que je voyais à l'époque, qui peuvent peut-être paraître contradictoires. Il y a la discipline et il y a la flexibilité. Il nous disait souvent, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, il illustrait tellement bien, je trouve, dans leur gestion du travail et puis dans la vie en famille. Donc, je les voyais se lever super tôt, mais quand je dis super tôt, c'est 4 heures, 5 heures du matin. mhm, Quand j'étais à la maison, ils pouvaient travailler ensemble à la maison, dans la salle à manger pendant des heures, ou chacun de leur côté. Et puis, à un moment, je les voyais prendre une petite pause, se faire un petit café, parler de tout et de rien, rigoler, et puis après reprendre. Donc, ils avaient leurs rituels, leurs habitudes. Ce qui m'a marqué dans ça, c'est justement, voilà, c'est la discipline. mhm. Donc, la deuxième chose, côté familial, personnellement, moi, je n'ai pas spécialement senti de manque ou une absence d'un de mes parents. Je pense que je devais déjà comprendre quelque part leurs obligations que je voyais au quotidien. Et puis, tout était aussi organisé pour que la journée de nous, les enfants, se déroule bien le matin, après l'école, le soir. Et puis, donc, je suis issue d'une fratrie de quatre. On est quatre. On ne s'ennuie pas trop à quatre, que les parents soient là ou pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et l'autre avantage que je retiens aussi, c'est que pendant les vacances scolaires, en fait, ils arrivaient à se libérer pour qu'ils partent ensemble, même le temps d'un week-end ou pour une plus longue durée. Ils nous intégraient aussi parfois dans leurs missions, en Mhm. province ou ailleurs. Donc, on les suivait. Ça, c'est le côté flexible que j'ai retenu. Donc, voilà, ils ont posé leurs petites graines sans forcément le chercher. Et puis, ben, la suite, tu la connais, quoi. Exactement. Alors justement, quand tu étais plus jeune, donc tu es venu en France hein, faire tes études, tu as aussi été salarié. Est-ce que tu avais déjà comme idée de lancer une entreprise et puis de revenir aussi sur ta terre natale, puisque finalement, à la fin de l'adolescence, tu l'as quittée? Ouais, ouais, ouais. Alors, effectivement, après mon bac à Madagascar, je suis partie en France pour faire une école de commerce spécialité entrepreneuriat. Donc, tu comprendras déjà que, voilà, c'était déjà tout C'était bon. déjà marqué. Voilà, je me préparais déjà à la suite. Donc, après mon diplôme, en fait, volontairement, j'ai fait le choix de rester 5 ans en France. J'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines pour me faire de l'expérience. Donc, je savais que ce n'était qu'une étape pour moi. Mhm. L'objectif était de revenir à Madagascar, effectivement, pour y entreprendre. Quel secteur d'activité? Je n'en savais absolument rien, mais clairement, entreprendre, oui. Voilà, donc ça fait maintenant 15 ans que je suis rentrée. Et voilà. Bon, et tu as lancé en fait ton entreprise quand tu es revenu à Madagascar. À quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est le bon moment, maintenant je me lance, je crée mon activité? Et puis, quelles ont été peut-être les difficultés, mais également les réussites que tu as pu rencontrer tout au long de ce parcours entrepreneurial? Quand je suis rentrée à Madagascar, j'avais postulé de France pour un poste en tant que salarié. Donc, j'ai commencé, quand je suis rentrée à Madagascar, il y a 15 ans, dans le salariat, tout en sachant que ça serait temporaire, toujours. Mhm, L'idée était de me remettre un petit peu dans le bain. Quand j'ai quitté, j'étais encore lycéenne. Donc, ça m'a laissé le temps d'observer, de comprendre le système, le monde du travail, l'état d'esprit, la culture du travail qui est assez différente de la France à bien des égards aussi. mhm. Au début, j'avais dans l'idée de me lancer dans la formation et le recrutement, puisque c'est ce que j'avais fait en France.
et que je voyais que le marché était encore naissant à cette époque, j'avais déjà des bureaux, on va dire, à ma disposition parce que mes parents m'ont gentiment proposé d'utiliser leur bureau si je le voulais Ok. dans mon projet. Donc, il y avait déjà ça. C'est rassurant de savoir qu'il y a déjà un local avec un peu de mobilier, un peu de matériel informatique. Et puis, en fait, finalement, c'est une opportunité qui a fait que j'atterrisse dans le domaine du BPO. Une opportunité, voilà, un contrat qui s'est présenté à moi, une proposition. C'est comme ça que je me suis lancée. J'ai pas réfléchi 20 ans. J'ai tout de suite mis les pieds à l'étrier. J'ai constitué une équipe. Je me suis dit, je vais stabiliser rapidement, pérenniser ce premier contrat. En parallèle, en fait, j'en cherchais d'autres aussi activement. Bon, il s'avère que ce premier contrat avec un client français a été un échec. Ok. Nous étions loin des objectifs attendus. Le client était très sympa, très présent pour faire monter les équipes en compétences. Mais voilà, après quelques mois, en fait, on a arrêté parce que la rentabilité n'était pas du tout au rendez-vous. Ok. En parallèle, de nouveaux clients sont arrivés, certains ponctuels, certains pour des missions plus longues, certains avec qui on travaille encore jusqu'à maintenant. Et voilà, on travaille avec des sociétés en fait de secteurs complètement différents. Donc chaque mission pour moi est une découverte, chaque cahier des charges est très différent. Donc même si le BPO peut être assimilé à des métiers plutôt chronophages, très répétitifs, la diversité des missions rend le quotidien motivant pour moi, en tout cas passionnant. J'ai énormément appris sur le tas aussi quand j'ai commencé. Mhm. Je connaissais pas absolument pas tout du BPO, j'ai appris au fil du temps. Et le fait de gérer l'opérationnel aussi m'a permis de maîtriser notre métier de A à Z, en parallèle de la gestion d'une entreprise classique, le côté comptabilité, fiscalité, RH, etc. Ok, bon bah merci en tout cas pour ce partage. Donc tu en as parlé et puis je l'ai annoncé aussi en introduction. Tu travailles aujourd'hui avec différents clients européens. Comment arrives-tu à combiner à la fois ton enracinement local et cette ouverture finalement internationale? C'est un réel avantage pour moi d'être malgache et d'avoir eu on va dire, une scolarité, une éducation occidentale, en tout cas française. L'état d'esprit, la culture de travail chez les jeunes malgaches est quand même différente de ce que nous connaissons en France. Mm. Il y a des standards et des mécanismes qui ne sont pas automatiques ici. Mon rôle et ce que je peux clairement apporter pour être au diapason avec nos clients européens et pour valoriser aussi nos équipes, c'est justement, entre autres, cette mise à niveau et cette conscientisation de l'impact et de la valeur ajoutée que nous, on apporte à nos clients. Donc, c'est que du plus, en fait. Bon, bah super. Aujourd'hui, avec ton recul, quel conseil donnerais-tu à une jeune femme ou moins jeune, peu importe, qui sent l'appel de l'entrepreneuriat, mais qui n'ose pas se lancer? Alors, moi, quand je me suis lancée, j'avais 35 ans. J'avais déjà mes 3 enfants. Je dirais, au-delà de préparer le terrain avec l'étude de marché, etc., on sait que le risque zéro n'existe pas, il existe nulle part. Mm. Et selon moi, on ne peut pas connaître, on ne peut pas tout maîtriser du bout des doigts dès qu'on commence. Il peut y avoir des loupés. Ben, moi, c'est le cas. J'ai mon premier contrat, c'était un gros loupé. Il faut pas craindre ce côté-là parce qu'on peut apprendre, on peut corriger, on peut affiner son expertise en cours de route. Et heureusement qu'on peut faire ça. Mm. Autre chose aussi, oser franchir le pas pour ne pas regretter plus tard. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi, Nathalie. À 300%. Ouais. Plutôt tenter l'expérience et puis se donner à fond, conscientiser qu'il y a certainement des sacrifices aussi, surtout au démarrage. Moi, personnellement, je ne comptais pas les heures. C'est vrai que j'ai passé beaucoup moins de temps avec mes enfants. Il faut accepter, être prêt à accepter cet état de fait, être prêt à ça, mais que derrière, il faut se dire que la satisfaction de trouver une liberté, une indépendance, en fait, ça n'a juste pas de prix, en fait. Mm. Et puis la satisfaction aussi de se dire, je l'ai fait, j'ai réussi, ça n'a pas de prix. Et puis si l'expérience pour X ou Y raison doit prendre fin, bon, c'est peut-être facile à dire comme ça, moi qui ai maintenant 10 ans d'expérience, c'est une expérience justement, faut pas le vivre comme un échec parce qu'on a mis vie dans une vie. Mm. Voilà, voilà ce que je dirais très humblement. Merci pour ton partage. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment particulier à nous partager justement en relation avec le sujet du jour? C'est pas vraiment un moment. J'ai toujours donné priorité à mon travail pendant très longtemps dans ma société, par choix, parce que ma conscience aussi me le disait, Mhm. comme ça que ça devait être et pas autrement. J'arrivais à organiser la vie de mes enfants, tout était organisé, géré comme une entreprise aussi, à la maison. Et je me disais à cette époque-là que j'avais trouvé un bon tempo dans ma vie. Maintenant, avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte en fait que depuis que je vis en tant que maman solo et maman entrepreneur, avec les moments pas faciles parfois, bah, je me suis un petit peu oubliée.
Mmh. Moi, je veux dire, en tant que femme, déjà, j'ai oublié de prendre du temps pour moi. Du temps avec mes enfants, ça, j'en ai et c'est ressourçant. Mais j'ai appris avec le temps aussi à me retrouver aussi avec moi-même parce que on en a tous besoin. C'est très important de se trouver aussi des passions ou même juste, voilà, se poser et ne penser à rien, être au calme. Donc, dans mon tempo d'aujourd'hui, le quota vie professionnelle, vie familiale avec les enfants et vie personnelle pour moi, je la trouve équilibrée. Je me sens bien là où je suis, dans ce que je fais et dans mes choix. Pour moi, ça, quelque part, c'est synonyme de réussite. Waouh! Et ben, merci en tout cas pour, ce partage. Effectivement, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour soi, surtout quand on est une femme et une maman. On a tendance à se faire passer après tout le monde, alors qu'il faut prendre l'exemple dans l'avion, hein, du masque à oxygène où on nous dit bien: «D'abord, vous mettez votre masque pour pouvoir ensuite aider vos proches». On a tendance souvent à l'oublier, donc bravo à toi d'avoir réussi à faire ce cheminement, pas toujours évident pour chacune d'entre nous. Merci infiniment pour ton partage authentique, ta bonne humeur et ta simplicité. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'attendre un déclic ou une crise pour se lancer. Parfois, l'évidence est là depuis le début. Et aujourd'hui, Priska nous prouve qu'il est possible de transformer un héritage familial en moteur de réussite professionnelle et personnelle. Elle incarne une entrepreneuse ancrée, audacieuse et tournée vers l'avenir, et surtout, elle montre que l'on peut revenir à ses racines pour mieux se déployer à l'international. Si vous aussi, vous sentez que l'entrepreneuriat vous tend les bras, osez écouter cette voix intérieure, car parfois, elle sait mieux que nous où se trouve notre place. Et puis, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, si vous êtes vous-même en pleine réflexion professionnelle, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous réinventer. Encore merci à toutes et à tous pour votre écoute et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.